Voilà, édition spéciale Actualité oblige. Comme vous le savez, le Sénégal qui est la cible de 3 fortes autorités du monde avec ce vendredi, avec la visite de Azali Ousoumani, le président du Comore, qui avait été accompagné par le président de la République avec cette prière de vendredi à Massalikul Djinan, mais aussi Marine Le Pen qui séjourne dans notre pays depuis hier. Marine Le Pen qui est l'ex-candidate malheureuse de la présidence française, mais aussi Janet Yellen, la secrétaire d'État américaine au Trésor, qui sera à Dakar à partir de demain. Entre autres actualités, notamment le mandat du président de la République au sein de l'Union africaine, le président du Comore, qui est d'ailleurs même présenté comme son probable successeur politique chez nous avec ses tendances des partis politiques. Il y a eu Askan, oui, notamment avec Ousmane Sonko qui va poursuivre son nommé tour avec la levée de fonds qui avait été organisée par Pastef. Khalifa Sall aussi avec son concept Mottali Yéné. Pape Fall qui avait commencé beaucoup plus tôt. Et pour parler de toutes ces actualités-là, je suis entouré par 2 doyens de la presse sénégalaise, notamment notre doyen Charles Faye de la TFM, mais aussi le doyen Correa qui est bien connu dans la presse sénégalaise pour donner une analyse de toutes ces actualités-là. Doyen, je suis très honoré de vous recevoir sur le plateau de Sunu Label TV. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je suis honoré d'être là parce que c'est pas un secret, mais cette télé a été montée par un ami et une forte personnalité de la presse sénégalaise, Maktar. Silla, pour ne pas le nommer. Et c'est une référence pour moi, c'est un grand frère, c'est des gens qui sont droits dans leurs bottes et qui, quand ils mettent un projet médiatique en place, c'est qu'ils sont quand même à la recherche de choses, à la recherche du vrai journalisme, quoi, comme on en fait un peu moins aujourd'hui chez nous, hélas. Voilà. Et bon, je suis honoré d'être là aussi, avec Charles Faye, qui est mon neveu. Ah. Ouais. Qui est mon neveu, donc il va me ménager si je ne suis pas... Certainement. Effectivement. En tout cas, Charles, un habitué des plateaux de Sunu Label TV. Bonsoir, mon grand. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation et bonsoir aussi à vos téléspectateurs. Et comme le dit Jean-Pierre, dont je suis le neveu et donc j'ai de qui tenir. Voilà, pour avoir en tout cas marché dans l'ombre pendant des années. Aussi bien dans la presse qu'ailleurs dans le sport, c'est un grand plaisir depuis que la première fois où vous avez réussi quelque chose, c'est de nous mettre ensemble sur le plateau. C'est la première fois que ça se fait. Voilà. En tout cas, c'est réussi, un tonton et un neveu rassemblés sur le même plateau pour analyser l'actualité. On va commencer par le doyen Jean-Pierre Correa. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Une visite inattendue, Marine Le Pen qui visite l'Afrique, notamment le Sénégal. Ça a quel sens? Ben écoutez, ça fait partie de ce que j'appelle son opération cosmétique, hein, parce que le Front National avait une réputation plutôt sulfureuse, due à son père. Elle l'a pris pour lisser les contours de son parti, c'est clair, mais elle a gardé quand même dans l'architecture de son parti, dans la structure, des personnes qui sont très, très, très sulfureuses, hein, comme Chatillon, qui est un mec de l'extrême droite la plus nazifiante, hein, on peut dire. Ouais. Et puis, maintenant, elle vit en Afrique, comme elle était aux Antilles avant les élections. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle a fait un score en Guadeloupe qui est assez surprenant. Exactement. Et tout, donc il faut se poser les bonnes questions. Elle est au Sénégal, bon, elle vient faire sa campagne. Qu'elle vienne là, on n'est pas dupe, mais la réflexion que je pose quand même, c'est de savoir pourquoi dans un pays comme le Sénégal, en Afrique en général, les Français qui sont là peuvent voter, disons, en totalisant les voix de Zemmour et de Marine Le Pen, en étant en Afrique quand même. Ces deux personnes ont totalisé à peu près 30-40% lors de l'élection présidentielle. Le Pen qui a fait un bon sort à Dakar. Bien sûr, ça c'est par contre incompréhensible. Maintenant, il y a un paradoxe quand même, c'est que pourquoi pas Le Pen, quoi. D'abord, c'est le problème des Français, c'est un pays souverain, ils votent pour qui ils veulent, d'une part, et puis ils ont leurs problématiques sociétales qui poussent les gens à aller vers des raccourcis qu'elle exploite merveilleusement. Mais moi, je vois ça à l'aune, par exemple, de la France-Afrique. Moi, je pense que ça serait
D'abord, c'est le problème des Français, hein, s'ils les lisent. Hein, ils en feront l'expérience et puis ils se réveilleront 5 ans plus tard avec les résultats qu'ils auront, c'est leur problème. Mais nous, peut-être que ça nous déterminerait à reposer les bas d'une autre coopération entre la France et l'Afrique en général. Je pense qu'il faut remettre les choses à plat. Ouais. Et je pense que son élection pourrait servir. Mais je ne pense pas qu'elle passera. Je pense que la France est dans une mélasse intellectuelle très grave parce que simplement, ils n'ont pas compris que la France a été un empire parce qu'elle avait les colonies, que maintenant que les pays africains se réveillent peu à peu. Effectivement, c'est le cas du Burkina, du Mali. Voilà, plus ou moins. Et bon, maintenant, ce qui se passe au Burkina aussi, au Mali, tout bon. Moi, je ne changerai pas non plus très vite un drapeau contre un autre. Hein. Je ne suis pas non plus... faut faire attention non plus à ce que les Russes C'est un processus qu'il faut suivre. Voilà, faut être prudent. Mais bon, elle est là, qu'elle bronze bien, et puis voilà quoi. Mais on n'est pas dupe quand même. Effectivement. Et on a suivi à travers les réseaux sociaux des Français qui disent qu'ils ne sont pas impatients de retrouver Marine Le Pen voilà, en France. Douane Charles, Marine Le Pen qui est au Sénégal, ce n'est pas une visite officielle. Elle ne va pas rencontrer les autorités étatiques, notamment le président de la République Macky Sall. Quel est l'enjeu de cette visite-là, si l'on considère que l'électorat français présent au Sénégal n'est pas trop fort? Est-ce que ce n'est pas pour les Français qui sont actuellement en France, mais d'origine africaine ou sénégalaise? Certainement, des Sénégalais d'origine africaine en France, mais aussi les Français français. Si on peut dire les choses comme ça, puisqu'aujourd'hui on est dans un monde où on est en crise identitaire, on parle de francité, sénégalité, toutes ces choses-là de plus en plus sont en train de s'affirmer. Je pense qu'aujourd'hui, elle a pris conscience qu'elle avait un retard, qu'il fallait lui combler par la publicité, par une communication d'influence, d'impact, parce qu'elle s'est rendue compte très tard qu'elle est la mauvaise conscience de la France. Quand bien même les Français pourraient être d'accord avec elle sur un certain nombre de sujets très complexes, qu'intellectuellement, ils ont du mal à assumer et à prendre à bras le corps. Alors elle comprend peut-être qu'il va falloir que j'aille justement au-delà des frontières françaises, que j'aille me mélanger aux autres afin que cette mauvaise conscience se transforme et devienne enfin voilà, quelque chose d'acceptable, que l'on puisse, enfin qu'on parle d'elle autrement. Donc pendant très longtemps, elle est restée sur un principe que tout le monde considérait comme un principe raciste, et la France, quand même, qui se prévaut des droits de l'homme, de certains combats gagnés depuis des siècles, ne peut pas accepter aujourd'hui. On a vu la polémique Oumar Sy. Voilà, justement, et c'est ce qui semble lui donner raison, justement. Elle est en train de montrer qu'il y a deux France. Il y a cette France telle qu'elle est, cette France telle qu'elle veut se montrer et qui ne s'assume pas. Alors donc, elle est en train d'inverser une tendance à multiples variantes, en allant à la conquête des Français, mais hors de la France, en montrant qu'elle n'est pas si raciste que ça, et en comprenant aussi quelque chose. Elle le fait au moment où elle sait que la France-Afrique est en difficulté. Elle le fait au moment où le Mali prend ses distances, où le Burkina Faso aussi le fait, au moment où même la presse française commence à parler du mandat, du second et dernier mandat du président Macky Sall. Donc, et c'est ce qu'elle fait. Donc, à la conquête de la France, hors des bases de la France, c'est sa communication qu'elle est en train de négocier. Bon, maintenant, elle a quand même de la marge et puis il y a du temps aussi. Effectivement. À entendre Charles, si je peux rajouter quelque chose, elle est là aussi parce qu'au niveau de... elle est venue dire aussi aux gens qu'il faut essayer de voir les choses de façon un peu sereine et dépassionnée. Quand aujourd'hui, nos chefs d'État n'ont rien fait pour que des jeunes soient désespérés. Bon, je prends l'exemple de l'immigration. Le cas des jeunes qui comptaient par exemple sur le Prodac pour rester dans leur village. Et tout, qu'on a bousillé, un beau projet qu'on a bousillé. Parmi ces gosses-là, je pense que là où ça devient un crime, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont aujourd'hui au fond de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Exactement. Ce qu'elle peut nous dire aussi, c'est que il faut que nous soyons à même de faire rêver nos jeunes
à vivre leur avenir chez eux. Je comprends. Ça, c'est notre plus grande défaite. Que les Surtout gosses, dans un contexte où on a vu ce qui s'est passé en Gambie, voilà, à bord d'une pirogue, 90 migrants, 53 sont des Sénégalais. C'est l'écume des choses, il y en a beaucoup plus au fond de l'océan. C'est rien, on en parle parce que c'est choquant. Mais ces gosses-là, je veux dire, il faut leur dire que déjà, en France aujourd'hui, ceux qui sont diplômés, ceux qui sont outillés, ceux qui sont intégrés et tout, n'arrivent pas à trouver du travail. Ok ? Toi, tu viens là, tu penses que tu peux aller vendre des statues sous la Tour Eiffel. Et puis bon, moi je comprends les Français, quoi. Je veux dire, tu es au champ de Mars maintenant, tu as des Sénégalais qui vendent des trucs de Chinois. Exactement. Bon, je veux dire, est-ce qu'on l'aura accepté ici? C'est une autre question. Est-ce que. Elle est venue nous dire, Dal, que notre avenir peut-être est là. Maintenant, c'est quelqu'un qui est éminemment raciste, qui a un parti qui est composé de racistes. Quand on voit les meetings où elle participe, ils essaient toujours de calfeutrer, de filmer les bons trucs, mais il y a toujours un dérapage. Pour montrer qu'il y a une présence de la communauté noire. Il y a toujours un dérapage de quelqu'un qui fait une sortie de route et qui ramène l'image de Dieu FN. Enfin, moi j'appelle FN, hein, Rassemblement National, c'est une question de cosmétique. Pour moi, c'est un front national. Et comme disait... Mais Douin, vous l'avez dit, hein, est-ce que, vous l'avez dit, Marine Le Pen vient direct vers la cible, leur donner le message. Est-ce que ça va être une communication réussie? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais voilà, écoutent une personne comme Marine Le Pen? Enfin, honnêtement, je vais vous dire, hein, j'aurais pas vu votre programme, je ne savais même pas qu'elle était là. Ah bon? Je l'ai su quand on m'a envoyé le conducteur, dit ah bon, elle est là. Bon, ça fait. Et j'ai commencé à réfléchir à ça à ce moment-là. Bon, les jeunes Sénégalais, leur problème aujourd'hui, c'est déjà d'avoir de la formation, d'avoir du travail, de pouvoir rêver. Or, on a un pouvoir, hélas, qui ne les fait plus rêver. Et moi, que Marine Le Pen soit là ou pas, vraiment, par rapport à l'année qu'on va vivre là. Pour moi, c'est un épiphénomène. Et puis, quand elle repartira dans 2 jours, on aura oublié. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va récolter au niveau de la France, au niveau des Sénégalais peut-être, ou je ne sais pas où elle va ensuite, les Ivoiriens et tous qui sont en France. Parce que le parti, le Rassemblement National, a dans ses rangs des militants de couleur. Hein. Effectivement. On peut moi, je disais un 89 jour, députés qui m'a dit, au oui, total. mais il y a des Antillais et des Africains. Je lui dis, alors, on peut être et noir et con, excusez-moi, hein. C'est pas antinomique. Donc, s'il y a des Africains, des Sénégalais qui se sont fait piéger par le discours de Marine Le Pen, bon, écoutez, c'est que d'autres candidats n'ont pas su les faire rêver. Voilà, on va revenir sur la pertinence de cette visite-là, mais Douin Charles, on a vu, certes, Douin Pierre Correa n'était pas au courant de cette visite de Jean-Pierre Correa, exactement, de cette visite de Marine Le Pen, mais dans son emploi de temps, on a vu qu'elle a visité des implantations de canne à sucre. Dans le programme aussi, c'est pour voilà, impulser cette nouvelle dynamique de coopération entre l'Europe et l'Afrique, co-développement, la commission de communication de Marine Le Pen l'a appelé ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un message pour dire que dans la coopération française et africaine, il y a une nouvelle dynamique qui peut être essoufflée? Oui, mais il faut voir à qui elle s'adresse, qui c'est sa cible. Est-ce que sa cible aujourd'hui, c'est tout le portefeuille des affaires françaises? Est-ce que c'est le MEDEF? Parce que pendant très longtemps, le secteur des affaires lui a reproché justement ce manque de culture du business et des affaires de l'économie, justement. Hein. Elle s'est faite malmenée d'ailleurs sur ces questions-là. Et n'oublions pas le nombre d'entreprises étrangères françaises en sol africain. Il y en a plusieurs. Et donc pour elle, elle comble un certain nombre de retards, je pense, sur le point économique. Il est bon qu'elle vienne ici afin qu'on ait une autre appréciation d'elle pour dire qu'effectivement... Là où surtout Macron semble avoir échoué. Macron, ça veut dire que ce n'est peut-être pas un échec sur le plan des affaires, ça veut dire Macron est arrivé au moment où il y a une nouvelle, je le disais tout à l'heure, ce n'est plus une crise, mais une affirmation identitaire avec
une Afrique peuplée majoritairement, voire plus de la majorité, à 75% de jeunes âgés de moins de 35 ans. C'est une nouvelle force. Et donc, qui ne connaissent pas surtout l'histoire qui lie les peuples africains. Bon, alors, je ne sais pas, je prends pour le Sénégal, je parlerai seulement pour nous autres, on ne lit même pas. On ne lit même pas. Alors, donc on ne parle même pas français, on ne lit pas. Sûr. Alors, vous imaginez par rapport à la France, quel est le sentiment aujourd'hui qui est animé que chaque Sénégalais peut développer vis-à-vis de la France. On n'a qu'à voir, par exemple, au niveau des rappeurs, il y a quelques années, ça ressemblait aux Américains, ça n'a jamais ressemblé aux Français, aux Américains, je parle des rappeurs sénégalais. Aujourd'hui, les rappeurs ressemblent à des rappeurs sénégalais. Donc, il y a cette nouvelle identité qui est en train de s'asseoir en Afrique, au Sénégal. Et donc, Macron a un peu souffert de cela, sans compter que, bon, il y avait un paradigme totalement dépassé de la France par rapport à l'Afrique avec ce paternalisme qui lui a fait ne pas comprendre que l'Afrique bougeait, que l'Afrique se rageait. Il y avait une jeunesse qui était là, qui bousculait sur le plan sécuritaire et tout. Et Macron s'est fait déborder très rapidement. Dépassé par la situation. Dépassé et surtout Kadhafi. L'erreur de la France. C'est Kadhafi. Qui au moins était là pour réguler. C'est Sarko. Voilà, c'est Sarko. Ouais. Et ça c'est une erreur stratégique que la France va faire et avec des incidences et des conséquences extraordinaires et qu'on est en train de vivre sur le tas. Donc Macron, il tombe dans ça. Entre-temps, il y a Hollande, mais Hollande... Est-ce que je fais une objection à ce que tu disais? Oui, allez-y. Macron, au contraire, je pense, comme tu disais tout à l'heure, que 60% de notre population a moins de 30 ans. Okay. Ces gosses-là, l'esclavage, ils n'ont jamais lu, ils ne savent pas. La colonisation, ils ne savent pas. La néocolonisation, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. D'accord. Donc, Macron, il arrive justement sur ce terrain-là où il dit aux Algériens, par exemple, il parle à des gosses qui n'ont pas connu le FLN. D'accord. Il parle de crimes contre l'humanité quand il parle de colonisation. Il se fait retoquer parce qu'il change de pied parce qu'on est à 3 semaines des élections, du deuxième tour. Mais c'est la réalité. Les gosses aujourd'hui, il faut leur parler d'autre chose que de colonisation. Et puis il serait temps quand même qu'on arrête de mettre nos turpitudes sur le dos de l'histoire qu'on a avec la France. La France, elle n'est pas coupable elle n'est pas... c'est pas elle, au Mali, c'est pas Macron qui a piqué le budget de l'armée, c'est le fils de Vega, quoi. Tu comprends? Bon, l'esclavage, je veux dire, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que si les bateaux qui emmenaient nos grands-pères revenaient à Gorée, ils couleraient. Parce que les gosses monteraient dessus. Les autres, on les amenait de force. Ceux-là, ils payent leur chaîne. C'est à nous de se poser des questions par rapport à cette jeunesse-là. Donc, je pense que, historiquement aussi, il faudrait que chaque peuple arrive à s'autodéterminer et savoir quelle est son histoire, quelle est l'histoire qu'on veut servir à cette jeunesse-là pour la remettre dans les conditions d'un rêve. Cette jeunesse ne rêve plus, d'accord ? Elle a les pieds à Dakar et la tête à Milan, à Barcelone, en Italie et ce comme ça. Et ça, c'est un échec, mais c'est incommensurable. Effectivement. En tout cas, là, vous évoquez la question de la responsabilité de nos gouvernants du peuple africain à s'assumer. Voilà. Autre visite qui aura lieu demain au Sénégal, c'est Janet Yellen, la secrétaire d'État américaine au Trésor. Charles Faye, il y en a qui parlent pour expliquer cette tendance à venir visiter le Sénégal, du président du Comore, de Marine Le Pen, de Janet Yellen. On parle du leadership du président Macky Sall avec l'Union africaine. Est-ce que c'est le seul phénomène qui peut expliquer cette visite-là? Non, Macky Sall, c'est fini le 5 février avec l'Union africaine. Et puis après, voilà, ça va être le Comore ou quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est un épiphénomène. Phénomène, comme dit Jean-Pierre. Non, je pense que il y avait quand même le ministre chinois qui était en tournée aussi en Afrique il n'y a pas très longtemps, qui s'en va. Et donc, Janet qui vient pour 11 jours, elle va faire, je pense, ici, elle va aller dans d'autres pays. 3 pays, elle va faire. Mais c'est des raisons purement économiques. Aujourd'hui, les États-Unis accusent beaucoup de retard. Ils savent qu'ils accusent beaucoup de retard par rapport à la Chine, qui s'implante et qui vient d'ailleurs au Bénin, je crois, d'effacer une partie de la dette béninoise. Les États-Unis ont toujours considéré que les Chinois fermaient les yeux, la République populaire de Chine fermait les yeux sur certaines choses, ce que les Américains disent ne pas faire, mais on sait très bien comment ça se passe. Il y a aussi la Russie, il y a la Turquie. Les Américains se rendent compte qu'ils ont du retard. Et il y a, par rapport au Sénégal, qui est un pays avec un nouveau statut, quoi qu'on dise, c'est un pays pétrolier, c'est un pays gazier, avec la possibilité de découverte
de nouveaux gisements. Donc, et qui dit Sénégal, dit aussi toute la sous-région, qui actuellement connaît quelques petits soucis, et le Sénégal est une tête d'entrée. Attention, quand on dit que le secrétaire d'État vient ici, ce n'est pas seulement pour des affaires économiques aussi, il y a ce qui relève de la défense. Il y a ce qui relève de la défense, parce que quand on est en train de perdre du terrain par rapport comment dire, au Mali, c'est 1 200 000 km², Niger aussi grand, les problèmes qui se trouvent là, et qu'on voit venir l'adversaire le plus redouté, le plus surveillé qui se trouve être la Russie, les Américains se disent, ouais, il va falloir que la CIA vienne au Sénégal, il va falloir, on est dans des choses surtout dont vous n'avez même pas... stratégique du Sénégal. Stratégique dont on n'a même pas idée. Ça veut dire que nous, malheureusement, au Sénégal, on discute de PKD, alors que ces gens sont à des niveaux géostratégiques, géopolitiques, mais insoupçonnables. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Et le Sénégal est une tête de pont en Afrique et une entrée. Et aussi une stabilité. Parce que nous avons ce qui fait notre petitesse, je veux dire en termes de surface, fait notre grande force. 196 000 km, c'est plus facile à surveiller. Voilà, en termes sécuritaires et tout ça, au niveau à tous les niveaux quasiment, jusqu'à l'espace, qu'un 1 200 000. Donc, il y a aujourd'hui une bataille de positionnement stratégique qui est en train de se faire entre les Américains et la Russie, qui eux déjà sont en République, en Centrafrique. Et c'est pas pour rien qu'ils sont là-bas, parce que qui est là-bas, vous avez la mer de l'autre côté, l'océan de l'autre côté, sans compter les richesses. Vous êtes au Mali, dont les richesses, on n'en parle même pas, mais bon. Et il y a le Sénégal qui est quand même, stratégiquement parlant, une petite péninsule quoi, dans le monde, mais sans laquelle vous ne pouvez pas faire en matière de stratégie militaire, en matière de stratégie économique. Il y a tout cela, sans compter maintenant, il faut se positionner. Donc il y a une bataille de positionnement qui est en train de se faire, de se dessiner sous nos yeux. Maintenant, nous autres, de savoir en tirer profit. Et de ce point de vue, avec tout ce que nous sommes en train d'entendre, tout ce que nous sommes en train de vivre, le livre de Cheikh Yérim que nous saluons, qui sort et tout ça, on a de quoi poser des questions. Donc, un intérêt certain pour nous, mais sommes-nous à la hauteur pour répondre à cet intérêt afin d'en sortir gagnant? Voilà. C'est ça allait être ma prochaine question, doyen Charles l'a dit, cette bataille de positionnement entre la Russie, les États-Unis, la Chine, on ne risque pas d'être un jeu diplomatique, le Sénégal, si on n'a pas les épaules pour... Je pense que les Américains, économiquement, ils viennent de relancer aussi le MCA. Qui était ils ont signé là récemment. Qui était tombé en désuétude. Et puis, stratégiquement, c'est un bon prétexte en tout cas. Charles, moi, le hasard de calendrier a fait que j'ai passé 2 mois à circuler parce que j'étais en mission. J'ai fait les 7 pays de l'UEMOA, les 7 capitales économiques de l'UEMOA. Et le port de Lomé est en passe de supplanter celui de Dakar. Vraiment. Ah bon. C'est-à-dire que dans chaque pays où on va, j'ai été au Bénin, où le gars, il n'y a pas de problème de 3e mandat là-bas, il est en train de bosser, il sait qu'il s'en va, il pose les bases d'un développement qui est très solide. Chaque pays a ses problèmes, ses particularités. Le Niger, c'est effectivement l'avancée de Boko Haram. Ils sont en train de bloquer le nord, de construire un aéroport et tout de développer parce que et de donner des emplois aux jeunes parce qu'ils savent que la faiblesse, c'est l'emploi. Dans tous ces pays-là, il y a vraiment... J'ai eu l'impression qu'il y avait une prise de conscience et une prise en charge des années qui viennent. D'accord ? Avec vraiment des débats de fond. J'ai eu cette impression-là, en tout cas. Et puis bon, ici, comme dit Charles, ces questions-là géostratégiques qui vont engager le Sénégal sur les 10 ans qui viennent, j'ai pas eu l'impression, en revenant, en reposant mes pieds à Dakar, j'ai vu quoi dans les journaux ? Mamour Diallo à Guissard, quoi. Bon, et, on est détourné de l'essentiel, là, vous entendez ? Exactement, on est détourné de l'essentiel et on se vautre dans ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire les petites histoires, quoi. Les grandes places, on dit surtout n'importe quoi. Pourtant, il y a eu l'amélioration du code minier, l'installation du pôle urbain de Diamniadio pour accueillir toute cette dynamique de pays producteurs. Oui, mais un environnement économique quand même où les investisseurs ne sont pas sûrs, n'ont pas de visibilité par rapport déjà au milieu judiciaire. Les gens, quand ils viennent investir, ça devient un peu ric-rac parce que il y a des mecs qui ont laissé leurs chaussettes ici, leurs pantalons, quoi. Ils sont repartis en slip parce que simplement,
on a eu des décisions judiciaires qui étaient compliquées par rapport à des choses comme ça. Il y a l'environnement des affaires qui est là, qui s'est un peu... Bon, qui n'est pas flamboyant. Ouais. Diamniadio, c'est très bien, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a fait ça pour non seulement désengorger Dakar, mais décentraliser aussi les services, quoi. Il y a les ministères qui sont là-bas. Ouais. C'est pas encore une ville à vivre. La preuve, il n'y a pas de cimetière. C'est une belle remarque en tout cas. Non, j'ai remarqué que toute cette zone-là, Dias et tout, il y a plein de projets immobiliers, mais il n'y a pas de cimetière. On va pour y dormir, quoi. On ne va pas pour y vivre. Pour moi, c'est une remarque qui m'a un peu... Bon, c'était une parenthèse. Toutes ces choses-là qui doivent... moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat, aujourd'hui, doit porter sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que dans 10 ans, il faut en être à ce point B, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans le débat de fondamental? Et aujourd'hui, on est à côté du débat, on est dans on devait l'évoquer, dans de la répression, dans la pensée unique, dans le brouhaha. Bon, il y a beaucoup de bruit, quoi. Pourtant, il y a eu la nomination de Amadou Ba, quelqu'un qui est bien connu dans le milieu financier, de Madame Sarr, le ministre de l'économie et des finances, au niveau du ministère du pétrole. Il y a des avancées, au moins. On sent que le gouvernement est bien préparé à négocier les contrats et à accueillir tous les projets venant de... Il y a du capital humain, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut le cadre, il faut le contexte, et puis surtout, il faut faire du Sénégal, il faut remettre le Sénégal au travail avec les gens qu'il faut à la place qu'il faut. OK. Et ils sont là, hein. Des valeurs ici, des têtes, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de... Maintenant, s'il faut être affilié à un parti, être le cousin de tel ou truc, on va pas s'en sortir. Et puis, il y a notre propension à comment dire, à dealer avec, comme on dit ça, avec l'hypocrisie. On voit un problème, on l'identifie et on regarde ailleurs. Aujourd'hui, il y a des freins pour arriver à développer ce pays. C'est d'abord l'irresponsabilité de tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de sanction, à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que pour balayer proprement, correctement un escalier, il faut commencer par le haut. On le balaye de haut en bas. Et tant qu'il n'y aura pas cette exemplarité, on ne pourra pas dire aux jeunes, voilà ce qu'il faut faire. On ne pourra pas les former, faire de la formation, il faut sortir des filières traditionnelles qui mènent au bac et tout, former des jeunes aujourd'hui. Et puis il y a le problème qu'il faudra un jour ou l'autre aborder, c'est le problème de la langue, de la diffusion du savoir à travers quel vecteur linguistique. Ça, c'est un problème. Plus on le diffère, plus ça va être compliqué à gérer. Il faut quand même le gérer. Parce que les gosses qui sont là, il faut quand même les former. D'accord ? Il faut les former et il faut les former à travailler et à apporter de la valeur ajoutée. En tout cas, on a vu nos ministres là massacrer l'anglais. Quand il y a 10 ans, au Club de Paris, j'ai vu les gens danser, parce qu'on avait eu je ne sais pas combien de milliards là. Okay, ils dansaient. La dernière visite d'Amadou Ba. Mais attends, mais ils devraient transpirer. Ils devraient faire des cheveux blancs tout de suite. Parce que l'argent qu'on leur a prêté là, les jeunes qui sont là, il faudra les former à ça, dans tel et tel secteur, pour que dans 10 ans, ils commencents à rembourser ce qu'on est en train d'emprunter. D'accord ? Mais moi, j'ai vu à Paris des hommes d'affaires, des gens qui dans le bâtiment et tout danser parce que... Ils ont reçu des finances. En tout cas, ça a été toujours le cas avec Idrissa Seck, Macky Sall, Amadou Ba de reprise, je pense. Alors, Charles, le doyen coréen n'est pas optimiste par rapport au système de management du président Macky Sall, mais est-ce que Macky Sall, qui semble avoir gagné en maturité avec cette présidence de l'Union africaine, ne pourra pas accueillir toutes ces idées-là venant des États-Unis, de la Russie pour gérer nos ressources naturelles? En tout cas, pour les mois qui lui restent à la tête du pays. Je pense que ce serait très dommage pour lui et pour le Sénégal si en un an il aurait gagné en maturité parce qu'il est président de l'Union africaine. Je veux dire, ce serait terrible pour nous tous, quoi. Je veux dire, parce qu'avant il aurait eu quoi, pas de maturité. Non, je pense que le président aujourd'hui est devant rendez-vous.
qui est le sien, et qui est rendez-vous avec les Sénégalais. D'abord, 2 rendez-vous. Le premier, c'est qu'il doit finir son mandat, quoi qu'on dise. Il est en cours de mandat jusqu'à l'année prochaine. Il y a un travail qu'il est en train de faire. Il a envie de finir les grands travaux qui ont été... Voilà, il va les finir. Et peut-être qu'il veut aller vers un autre challenge qui est celui de rester encore avec les Sénégalais pour un 3e mandat. Mais bon, il ne s'est pas encore prononcé dessus. Et moi, ce sujet-là, pour moi, il n'y a pas de problème. Il le voudrait que les Sénégalais en décideraient, parce que pour moi, il appartient aux Sénégalais de trancher cette question-là sans une effusion de sang. Aux Sénégalais de le faire. Maintenant, il a des rendez-vous importants qui sont d'ordre politique, qui sont d'ordre socio, économique. Ça ne va pas être facile, cette guerre. On voit que Poutine est en train de forcer, en train de corser. Il vient de nommer le chef d'état-major qu'il a mis devant. L'Ukraine vient de perdre son ministre de l'Intérieur dans un crash d'hélicoptère. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va laisser Poutine faire ce qu'il veut de l'Ukraine? Est-ce que le monde va-t-il croiser, quand je dis le monde, c'est l'Occident, va-t-il croiser les bras pour voir... Donc on va vers des questions éminemment compliquées, complexes. Qui interpellent l'avenir de... Voilà, on n'est pas loin d'une 3e guerre mondiale si jamais les gens, par ailleurs, ont décidé ou voyaient que l'avenir du monde, ou leur avenir... On va fermer ce chapitre de la géopolitique pour terminer avec le mandat de Macky Sall à la tête de l'Union africaine. Quel est le bilan qu'on peut tirer de cette présidence qui arrive à terme bientôt? Puis, écoutez, moi je considère qu'il y a 1,3 milliard africains. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire? Je pense que le président a eu des discours honnêtement très forts, aux Nations Unies, en Russie et tout, où il s'est positionné avec des termes très forts sur notamment la dette, sur le projet africain non soutenu par cet accompagnement un peu édulcoré, pour ne pas dire fumiste, de l'Occident, des puissances, où il parle quand même des Nations Unies, où il parle de sécurité. Je pense qu'il a été... On a vu il a assumé. Il y a quand même un leadership, en tout cas, qu'il a eu à montrer, aussi bien aux Africains qu'au monde. On a quand même, de ce point de vue, en tant que leader de l'Union africaine, moi je dois dire que par rapport à son prédécesseur, qui se trouvait être Paul Kagame, si je ne me trompe, il n'y a pas photo entre les deux hommes. Pour moi, voilà, quoi. Je n'ai pas à rougir de la présidence de Macky Sall à l'Union africaine, parce que... il a su représenter ça a été digne, quoi. Il y a des discours... Vous avez la même appréciation, doyen? Oui, à peu près. Mais il y a eu le couac malien, quoi. Bon, alors le couac malien, ça c'est la proximité historique. Ça, c'est Et puis c'était une décision de la CEDEAO. Bon, on s'est fait quand même avoir, parce que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire n'a pas trop respecté ça. Ils ont continué à dealer avec le Mali quand même. Mais je pense que ça, c'est une autre affaire. Ça veut dire... Bon, je reste dans le cadre de l'Union africaine. La proximité avec le Mali, c'est historique. Hein. C'est depuis l'éclatement du Soudan, où Houphouët-Boigny s'était frotté les mains en se disant désormais je vais prendre le port et avec Dakar, Niger va être coupé. Et bon, je vais prendre... Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que Senghor était assez intelligent. On va parler de deux faux départs. Mais ça veut dire que peut-être là où le président Macky Sall a raté un rendez-vous en ce qui me concerne, c'est que quand on voit le nombre d'Africains qui viennent étudier au Sénégal, je veux dire, c'est assez impressionnant. Et ce leadership-là, je pense que c'était peut-être l'occasion de transformer Dakar, le Sénégal, en un hub culturel, ou je ne sais pas moi, un hub des services africains, ou un hub culturel africain, pour qu'il puisse mettre en place quelque chose. Et bon, je veux dire, même dans le cadre où il ne serait plus président de l'Union africaine, en tout cas, à mon sens, le Sénégal a quelque chose qui pourrait lui permettre de rayonner sur le reste de l'Afrique. Tenter, on comprendrait que nous sommes... Et Macky Sall lui-même a évoqué cela récemment. Si je peux prolonger ce qu'il dit, pour aller rapidement. Par rapport à ça, il se trouve que la semaine dernière, j'ai parlé au directeur d'un institut de formation. Et j'en avais déjà parlé à d'autres, des écoles comme l'IAM et l'ISM. Effectivement, dans leur école, il y a à peu près 70-75% d'étudiants africains, qui viennent étudier en bus, ils viennent pas en avion. Et je leur ai dit, pourquoi ne pas faire ce que tu dis là, c'est-à-dire que créer cette espèce de fraternité d'études et tout, qui fait que les Marocains le font avec la banque. Ils ont, avant de déployer à Tidjari, ils ont fait une école de commerce
au Maroc, où on apprend les règles d'Atidjari. D'accord. Tous les Sénégalais qui sont au Maroc, aujourd'hui, ils peuvent aller bosser dans une banque à Atidjari, au Kenya, n'importe où. Ils ont préparé ça d'abord. Donc, ce vivier-là, comme on dit, de ce hub-là d'étudiants, de cerveau, de capital humain, qui vient de toute l'Afrique, c'est maintenant que les gens doivent les former. En Europe, il y a eu, comment on appelle ça, le truc qu'on étudie partout, là. Il y a un plan qui fait que tu peux étudier en Hollande. Dans tous les pays européens. Dans tous les pays européens. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça date de 10 ans. Moi, je pense qu'ici, la chance qu'on a, c'est d'avoir des étudiants africains qui viennent de partout et que le Sénégal peut être effectivement une tête de pont de renforcement et de diffusion de ce capital humain-là. Mais c'est justement ce que voient les Américains, ce que voient les Américains, parce qu'ils ne sont pas, au-delà de l'aspect économique, sécuritaire, tout ça, depuis Obama. C'est même une civilisation qui peut passer à travers. On a vu les écoles américaines au niveau de Qatar même. D'abord, on réglerait le problème de la migration. Dakar ou le Sénégal, hein, ça peut être ailleurs qu'à Dakar, mais pourrait être justement la tête de pont. C'est-à-dire que c'est à nous de tirer profit, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il va falloir réfléchir, se faire mal à la réflexion, afin de sortir les idées qu'il faut, pour peut-être bénéficier de... Est-ce que tu as un peu de science-fiction pour terminer, un peu de science-fiction. Imaginons que, moi je pense qu'il y a une lecture comme ça qui m'est venue à l'esprit. Moi je pense que les Européens sont en train de se rendre compte. Nous, on a été hyper résilients, par exemple, par rapport au Covid, d'accord ? Ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont vachement plus fragiles que nous, ils sont vieux. Et moi, je suis en train d'imaginer que dans 15 ans, dans 20 ans, les Européens viennent en Afrique. Mais nous sommes une école. Voilà, viennent en Afrique pour y vivre, pour y vieillir, pour y travailler et tout. Et que ça, ma foi, si on est capable de capter ça et qu'on est en situation d'imposer notre... D'abord, ça passe par la culture, je veux dire, par l'instruction, la formation. Et puis la culture, quoi. Le cinéma, c'est pas la culture, le leadership, il est d'abord culturel, quoi. Moi, c'est mon point de vue. Ça va nous définir et c'est ça qui va nous rendre attractifs. C'est pas le tourisme et le pétrole. Hein. Le mec qui arrive au Sénégal et qui se fait voler son sac à l'aéroport, qui ne revient pas. Donc, voilà, il y a toute une sénégalité culturelle à diffuser, à créer, à instaurer, à diffuser, pour que, ma foi, ce pays soit attractif, quoi, soit attractif pour les gens qui y viennent et qui viennent dans des conditions qui ne sont pas celles dans lesquelles ils venaient il y a 60 ans. Voilà. Voilà. En tout cas, il y a de la sagesse qui est sentie dans le plateau spécial dédié exclusivement à l'actualité. Nous recevons le doyen Charles Faye et Jean-Pierre Correa, aussi journaliste, chroniqueur. On va parler du deuxième point. Doyen, moi je suis vétéran. Certainement. certainement. Alors...